Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 18 mai. Et c'est un journal largement consacré ce soir à l'actualité politique, bien sûr, avec tout d'abord quelle équipe pour gouverner la France. 7 femmes, 8 hommes, 15 ministres entourent désormais François Fillon. Vous découvrirez qui sont ces femmes et ces hommes qui ont été nommés aujourd'hui. Nouveau gouvernement avec des champs de compétences inédits, les messages du jour sont multiples, nous allons les décrypter ensemble. L'ouverture symbolisée entre autres par Bernard Kouchner, nous verrons comment lui, l'homme de gauche, a vécu son premier conseil des ministres du gouvernement Fillon à l'Elysée. La place des femmes, premier conseil des ministres également pour Rachida Dati, 41 ans, qui est devenue aujourd'hui ministre de la Justice. Brice Hortefeux, très proche de Nicolas Sarkozy, nouveau ministre de l'immigration et de l'intégration, est notre invité ce soir. Nicolas Sarkozy qui poursuit ses journées sur le même rythme. Dans l'agenda du président de la République aujourd'hui, il y avait également un déplacement à Toulouse auprès des salariés d'Airbus où vous le verrez, il a multiplié les propositions. Et puis une rencontre avec les enfants d'Ingrid Betancourt pour lesquels l'espoir est revenu. Mélanie et Lorenzo qui sont également nos invités ce soir. Ils nous donneront les dernières informations qu'ils ont ce soir sur les conditions de détention de leur mère. Enfin, nous irons à Cannes retrouver deux jeunes femmes, Chiara Mastroianni et Ludivine Sagné. Elles sont les héroïnes des Chansons d'amour, film présenté ce soir en compétition. Il faisait l'objet de discussions, de négociations depuis maintenant plusieurs jours en coulisses. Le président de la République avait annoncé qu'il souhaitait, je cite, la meilleure équipe de France pour son gouvernement. Eh bien, on en connaît désormais la composition. 15 ministres, 7 femmes, 8 hommes, dont un socialiste et un centriste. On y retrouve 2 engagements, la parité et l'ouverture. Javi Timbert. Et voici le gouvernement Fillon 1. Le Premier ministre est en face du président Sarkozy, lequel est entouré par 2 habitués du salon Murat, siège du Conseil des ministres, Michel Alliot-Marie et Alain Juppé. Alain Juppé, le numéro 2 de ce gouvernement. Écologie, développement, aménagement durable, le fameux super ministère imaginé par Nicolas Hulot. Alain Juppé, sensibilisé à l'écologie au Canada, se voit bien en Al Gore français. Jean-Louis Borloo, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, un ministère étoffé là encore. Il aura la main sur la stratégie économique, tandis qu'à Bercy, un autre ministre, Éric Woerth, sera en charge du budget et des comptes publics. La grosse sensation de ce gouvernement, c'est lui. Bernard Kouchner n'avait siégé qu'autour de tables de gouvernement de gauche. Il se retrouve chef de la diplomatie de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Michel Alliot-Marie aura toujours des uniformes sous ses ordres, mais plus les mêmes. Elle passe de la défense à l'intérieur, l'outre-mer et les collectivités territoriales. Là encore, la place Beauvau est en quelque sorte coupée en deux. Brice Hortefeux, l'ami de Nicolas Sarkozy, hérite du fameux ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Rachida Dati, porte-parole du candidat Sarkozy, va en devenir le garde des Sceaux. Un ministère sur mesure pour cette ancienne magistrate âgée de 41 ans. Hervé Morin, ministre de la Défense, lui symbolise l'ouverture vers l'UDF. Il était avant les élections un proche de François Bayrou. Resserré, féminisé, ouvert, voilà comment François Fillon décrit son gouvernement. Tout le monde parlait de l'ouverture depuis très longtemps, on l'a fait. Et on l'a fait avec un seul souci, c'est de faire venir toutes les bonnes volontés, de faire venir tous les hommes et les femmes qui ont envie que notre pays se porte mieux. Chacun est libre, chacun a ses convictions, on ne demande à personne de renoncer à ses convictions. Mais enfin, dans un pays comme le nôtre, sur la question de l'exclusion, sur la question des retraites, sur la question de la politique européenne, on doit bien pouvoir rassembler des hommes et des femmes qui viennent d'horizons politiques différents. Le gouvernement Fillon, ce sont aussi des têtes déjà connues ou expérimentées. Xavier Bertrand sera en charge du travail, des relations sociales et de la solidarité. Xavier Darcos devient ministre de l'Éducation nationale. Christine Lagarde sera la première femme ministre de l'Agriculture. Retour au gouvernement d'une proche de Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot, et là encore un nouveau ministère qui couple santé et sport. 3 femmes font leur entrée dans un gouvernement. Christine Albanel à la culture, elle sera aussi porte-parole. Valérie Pécresse à l'enseignement supérieur et à la recherche. Christine Boutin au logement et à la ville. Enfin, l'ouverture, 3 socialistes ou proches du PS, Éric Besson pour la prospective économique, Jean-Pierre Jouyet aux affaires européennes, Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives. 2 autres secrétaires d'État, Dominique Bussereau et Roger Carucci. Mais ce que l'on retiendra, c'est d'abord les 15 ministres, le 15 de France de Nicolas Sarkozy.
On a compris que la notion de rythme était importante depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence et c'est donc dès cet après-midi que le nouveau gouvernement s'est réuni pour la première fois à l'Elysée. Ambiance et atmosphère avec Mickaël Darmon, Ahmed Tazir et Jean-Yves Blanc. L'arrivée des vedettes du gouvernement. Une fois encore, tout a été préparé avec soin. À travers la cour de l'Elysée, les femmes et les hommes de l'équipe Fillon inaugurent le quinquennat Sarkozy. Sur leur passage, les photographes donnent un petit air de festival à ce premier Conseil des ministres. Parfait, la main Le novice Hervé Morin cherche une contenance, il trouve ses poches. Jean-Louis Borloo à l'habitude, il tient un dossier. Nicolas Sarkozy s'est décalé d'une place. Salon Murat, il occupe celle du président de la République. Moins de ministres, donc plus d'espace pour tout le monde. Pas d'ordre du jour pour ce conseil. Alors de quoi ont-ils parlé? À la sortie, celle qui est un peu l'événement de ce gouvernement préfère commenter émue sa propre nomination. C'est tout à fait conforme à l'image que le président de la République a souhaité donner à cette France d'aujourd'hui. Et à ce moment précis, alors, vous pensez? J'ai pensé à Nicolas Sarkozy, président de la République, qui nomme Rachida Dati garde des Sceaux. C'est quoi? C'est une valeur un peu... C'est un grand symbole. Lequel symbole, Madame Dati? Madame Dati, s'il vous plaît. De m'avoir nommé ministre de la Justice. La presse fait aussi le siège des ministres de gauche. Qu'est-ce que vous répondez à ce que vous êtes une caution de gauche un peu utilisée? Je ne suis ni caution, je suis fidèle à mes convictions, à mon parcours. Vous répondez à François Hollande qui vous accuse de traîtrise? Écoutez, François Hollande a été un ami, et un ami cher. Aujourd'hui, il est en difficulté évidente. Il a eu des mots que je n'attendais pas de lui, mais je n'y contribuerai pas. J'ai toujours de l'affection pour François Hollande. Premier conseil des ministres du président Nicolas Sarkozy et le rituel de la photo de famille n'est pas épargné. Après la pause officielle, voici la version décontractée façon Sarkozy. Et d'ailleurs François Fillon rejoint le groupe car il a bien compris, question décontraction, il ne faut pas se laisser distancer par le chef de l'État. Merci. L'ouverture était devenue un leitmotiv et un homme la symbolise plus que d'autres. Il s'agit de Bernard Kouchner, membre de 4 gouvernements de gauche, populaire, atypique. L'homme a toujours revendiqué sa liberté. Le Parti socialiste dont il était membre depuis 1998 l'a écarté aujourd'hui par la voix de François Hollande. Bernard Kouchner est donc devenu ce qu'il rêvait d'être, ministre des Affaires étrangères. Thierry Tulier, Alain Dubas. La main sur l'épaule, l'entrant et le sortant, comme 2 vieux amis. Voilà. C'est même la 3e fois que nous faisons une passation de pouvoir. 2 fois je suis rentré, et toi tu es sorti 2 fois. Cette fois-ci c'est moi qui sors, et c'est toi qui rentres. Et on verra. Et j'ai compris. Avant de livrer un message plus politique. Tu fais partie de ces grands symboles d'ouverture, de rassemblement, de courage et d'efficacité. C'est un peu particulier. Ça n'est pas après la victoire électorale de la gauche que je viens reprendre ce qui ne m'était pas dû. Et ce fut d'autant plus difficile d'ailleurs, pour moi, peut-être pour Jean-Pierre, il vous le dira. Et si nous n'avions pas eu le sentiment, tout en gardant nos convictions, de servir ce pays, de servir notre pays, de servir la France, nous ne l'aurions pas fait. Le Quai d'Orsay, c'est l'aboutissement d'une vie aux multiples facettes. L'engagement du docteur Kouchner commence au Biafra, au Nigeria, au secours des populations civiles. De retour en France, cet ancien de l'Union des étudiants communistes fonde Médecins sans frontières, puis Médecins du monde. Avec une idée nouvelle, soigner et témoigner. Il comprend le premier, l'impact des images. Les French Doctors sont nés, ils sont aux côtés des Boat People vietnamiens ou des Moudjahidines afghans. François Mitterrand lui offre une première expérience ministérielle en 1988. Comme secrétaire d'État à l'action humanitaire, il est sur tous les terrains au nom du devoir d'ingérence, multipliant les coups, comme ici en Somalie. Sac de riz sur le dos, il se veut la mauvaise conscience de l'opinion. Ils n'ont pas de drap pour être enterrés. Alors, ce que je vous dis, moi, les gens sont en vacances en France et puis il y a les Jeux Olympiques. Voilà ce que je vous dis. Et c'est un drôle de monde.
Dans Sarajevo assiégé en 92 avec Mitterrand ou au Kosovo qu'il administre, il montre du courage, mais dérange quand il soutient l'intervention américaine en Irak, seul moyen pour lui d'en finir avec la dictature de Saddam. Populaire mais marginal dans son propre camp, Bernard Kouchner a soutenu Ségolène Royal, reproché à Nicolas Sarkozy d'aller pêcher les voix de l'extrême droite jusqu'au soir du 6 mai. Si on ne peut plus dire que le président de la République française, car maintenant il est président de la République, fait un bon discours, alors où va-t-on? C'est avec nous, voilà. Bernard Kouchner a franchi le Rubicon et veut incarner une diplomatie plus morale. Rejeté ce soir par ses anciens amis politiques, c'est avec fierté, confie-t-il, qu'il devient le ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement de Nicolas Sarkozy. Autre nomination importante, il était, je cite, le meilleur d'entre nous pour Jacques Chirac. Le voilà numéro 2 du gouvernement sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Alain Juppé est nommé ministre d'État chargé de l'écologie. Ancien Premier ministre est de retour aux affaires. Un nouveau départ pour un nouveau projet d'écologie politique. Véronique Saint-Olive. Au volant d'un 4x4 à Montréal, Alain Juppé ne s'inquiétait pas trop de polluer. Mais c'était en 2004. L'ancien Premier ministre, condamné dans l'affaire des emplois fictifs du RPR, démarrait une nouvelle vie au Canada. Je me présente d'abord, je m'appelle Alain Juppé, je viens de France. Professeur de l'École nationale d'administration du Québec, il enseigne la politique et découvre aussi le mode de vie à l'américaine. Comment on mange ça? Bon appétit, monsieur Juppé. Merci. Mais très vite, Alain Juppé se passionne pour la démarche d'Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, qui se pose en défenseur de la planète. Une prise de conscience et la décision de s'atteler au dossier écologique dès son retour en France. Il faut que nous devenions tous des militants de la Terre. Il y a urgence environnementale. Octobre 2006, campagne pour les municipales à Bordeaux, oublié le 4x4, Alain Juppé se remet en selle. C'est pas le moment de se casser la figure, hein? L'environnement est au cœur de ces réunions et il ne recule devant aucun détail. Ça veut dire que depuis le début du mois de septembre, je suis dans la grotte de chair jusqu'au cou. Cela lui porte chance, Alain Juppé est réélu au premier tour. À Paris, en février dernier, à la demande de Jacques Chirac, Alain Juppé organise la conférence internationale sur l'environnement. Entre le nord et le sud. Mais voilà la campagne présidentielle et le temps du soutien à Nicolas Sarkozy. Le pacte pour l'écologie est signé et Nicolas Hulot se paye même le luxe de définir avec le nouveau président les contours du futur ministère de l'écologie. Je voulais préciser avec lui les attributions du ministre d'État, qui sera donc normalement le numéro 2 du gouvernement. L'information était exacte. Alain Juppé s'est installé tout à l'heure dans ses bureaux du boulevard Saint-Germain. L'environnement est aujourd'hui un enjeu politique majeur et pour Alain Juppé, un vaste défi à relever. Une femme, maintenant, en quelques mois, Rachida Dati a su se faire un nom en politique. Magistrate de formation, elle est sortie de l'ombre du cabinet ministériel où elle travaillait pour devenir l'une des porte-paroles du candidat Nicolas Sarkozy. La voilà désormais à 41 ans, garde des Sceaux, un intérimaire, un itinéraire, un destin qu'elle a su prendre en main. Dominique Verdaillan, Madi Diawara. La justice se résume parfois à une galerie de portraits. On y laisse des réformes et on finit dans un cadre. Et moi je serai là. Et vous serez là. Il y a 20 ans, Rachida Dati faisait déjà son entrée à la chancellerie. Elle demandait alors au garde des Sceaux de l'époque de lui mettre le pied à l'étrier. Albin Chalandon lui trouve un emploi chez Elf. Aujourd'hui, il la considère comme sa fille adoptive et ne tarit pas d'éloges sur la jeune femme. Elle a à la fois une intelligence extraordinairement rapide, du bon sens, et elle est très habile, ce qui ne va pas toujours ensemble. Avant les dorures de la République, il y eut l'HLM de Chalon-sur-Saône. Un père marocain, maçon, une mère algérienne faisant des ménages. 11 frères et sœurs. Et à l'école, elle a laissé le souvenir d'une enfant imprégnée de justice. Elle ne supportait pas trop l'injustice ou elle avait envie de rigueur, quoi. Je crois que c'était ça, hein, mais pas toujours très facile non plus, ce qui fait qu'elle a peut-être réussi grâce à ça, quoi. Pour payer ses études, Rachida Dati travaille comme aide-soignante, toujours avec rigueur et détermination. C'était quelqu'un de dynamique, d'agréable, voilà, c'était quelqu'un qu'on a beaucoup apprécié dans la maison. Rachida Dati, qui collectionne les diplômes, a choisi, ça sera la magistrature. Et là encore, la jeune femme aime les signes forts. Elle portera la robe de Simone Veil. Premier poste en 97, Péronne, la juge Rachida Dati impose autorité et fermeté. Déjà, vous avez meilleure mine que la semaine dernière. Vous avez vu l'état dans lequel vous étiez arrivé? Déjà, moi, vous êtes coiffé, rasé,
et propre. Mais en 2002, la politique prend le pas sur la justice. C'est à Nicolas Sarkozy qu'elle fait des propositions de service. De conseillère technique du ministre, elle devient porte-parole du candidat. À 41 ans, elle entre au gouvernement à un des postes les plus sensibles. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle dont je souhaite que vous soyez tous les acteurs, vous comme moi. Alors je vous souhaite à tous bonne chance, mais souhaitez-moi également bonne chance. Merci. À peine nommé, Rachida Dati a déjà une ambition, devenir le garde des Sceaux qui réconciliera les Français avec leur justice. Et la parité est presque respectée. Elles sont 7 femmes dans ce gouvernement de François Fillon. Qui sont-elles? Quel poste occupent-elles? Tour d'horizon avec Nicolas Châteauneuf et Marie Cazot. Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Enfin, c'est officiel. Roselyne Bachelot fait partie des 7 femmes ministres du nouveau gouvernement. La parité a été respectée. De l'émotion, quelques embrassades pour cette proche de François Fillon, chiracienne ralliée à Nicolas Sarkozy, réputé pour son franc-parler. Maintenant que je suis ministre des Sports, va peut-être falloir que je me mette au jogging. Direction son nouveau ministère pour une passation de pouvoir avec Jean-François Lamour à l'image du personnage, haut en couleur. Valérie Pécresse, elle est la benjamine du gouvernement. À 39 ans, cette diplômée de l'ENA et de HEC devient ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, de grands chantiers. C'est la priorité politique et budgétaire du gouvernement, du président de la République, du Premier ministre. Et qui dit ministère dit voiture de fonction. On dit une voiture de ministre. Bonjour monsieur, Madame Pécresse. Voyez une main s'il vous plaît. Michel Alliot-Marie d'un ministère à l'autre. Cette fidèle chiracienne quitte la défense où elle était appréciée des militaires pour l'intérieur et l'outre-mer. Elle devra notamment engager le rapprochement entre la police et la gendarmerie. Autre déménagement cette fois pour Christine Lagarde. L'ancienne avocate d'affaires quitte le commerce extérieur pour l'agriculture et la pêche. Sa mission, user de ses talents de négociatrice, de son carnet d'adresses aux États-Unis et à l'Organisation mondiale du commerce pour défendre la politique agricole de la France. Christine Boutin, elle, emménage. Ça tombe bien, elle hérite du logement et de la ville. Cette catholique convaincue que son combat contre le Pacs a fait connaître porte le projet de droit au logement opposable. Je ne pense pas qu'il soit possible de pouvoir vivre debout si l'on n'est pas assuré d'avoir un toit. Et puis, il y a Christine Albanel. Aujourd'hui, cette inconnue du grand public s'habituait tout juste à son nouveau fauteuil. Elle a rédigé les discours de Jacques Chirac, dirigé le château de Versailles. Et les nouvelles Madame le ministre ou Madame la ministre? Madame la ministre. Aujourd'hui, Christine Albanel est la ministre de la Culture. Et le numéro 3 du gouvernement s'appelle Jean-Louis Borloo. Celui-ci avait milité par souci d'efficacité pour le rattachement de l'emploi au ministère de l'économie. C'est chose faite. Autre nouveauté, la création d'un ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Les raisons de cette nouvelle stratégie, François Baudonnet, Alexis Delcourt. Le café du recrutement. Xavier Bertrand ne pouvait pas trouver endroit plus symbolique pour entendre en direct sa nomination dans le gouvernement de François Fillon. De la communication, Monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. Quand votre nom est prononcé, d'émotion, beaucoup d'émotions. Embrassade avec celui qui fut son plus proche collaborateur à la santé et qui le restera au ministère du Travail. Dans la nouvelle équipe gouvernementale, Xavier Bertrand aura un poste clé comme ministre du Travail et des Relations sociales. C'est lui qui devra mettre en place le contrat de travail unique cher à Nicolas Sarkozy, réformer les régimes spéciaux de retraite et instaurer le service minimum garanti dans les transports. Autant le dire, il sera le ministre des réformes sociales. L'autre homme fort de la politique économique du gouvernement, c'est lui. Donc là, je fais la passation de pouvoir à midi. Éric Woerth, 51 ans, encore peu connu du grand public. Il endosse le costume de ministre du budget. Alors on est en train d'arriver là à Bercy, qu'est-ce que ça vous fait? Un peu d'émotion quand même. Et puis, en réalité, la charge est à l'image du bâtiment, vous voyez. C'est-à-dire énorme. Bercy, 174 000 fonctionnaires, un paquebot dont Éric Woerth aura la charge. Mais ce n'est pas tout. En tant que ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, il pilotera la réforme de l'État, il gérera les effectifs des fonctionnaires et il s'attaquera à la dette. Bref, Éric Woerth sera en quelque sorte le ministre des économies. Mais la grande nouveauté de ce gouvernement, c'est que Bercy compte dorénavant 2 ministres de plein exercice. Jean-Louis Borloo est en effet nommé ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Il est responsable de la politique industrielle de la France, de sa croissance, ainsi que du pouvoir d'achat. Et lorsqu'on demande au ministre de l'Emploi et à celui du Travail si leurs fonctions sont vraiment différentes, voici ce qu'il répond. Eh bien, on travaille ensemble. Voilà. Est-ce que vous direz que ça ne fait pas double emploi? Allez, On le voit, les dossiers économiques et sociaux ne manquent pas. Le temps de travail, le service minimum dans les transports, le contrat de travail unique, autant de sujets qui impliqueront les partenaires sociaux. Voyons quelles sont leurs réactions ce soir face à ce nouveau gouvernement. Vincent Fourcade, Julien Beaumont et Christian Leroux. Jean-Louis Borloo à la tête de l'économie et de l'emploi, Xavier Bertrand, ministre du Travail et des Relations sociales. Jean-Claude Mailly sera l'un de leurs interlocuteurs, il voit en eux des hommes ouverts à la discussion. Il faut mieux avoir en face de soi des gens de dialogue que des gens fermés. Donc maintenant, c'est en fonction, tout ça, ce sera en fonction des orientations que prendra le gouvernement, s'il pratique le dialogue, s'il ne veut pas le pratiquer. À Bercy, une nouveauté, il y aura un ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Pour l'ensemble des syndicats, une grande question, quel sera son rôle exact ? Est-ce que ça va être dominé par la recherche d'économie? Et en ce sens, la création d'un super ministère des comptes est inquiétante. Ou bien est-ce que finalement c'est un meilleur moyen de coordonner l'action gouvernementale? Nous ne sommes pas d'accord pour que la fonction publique soit rattachée au ministère des comptes. On donne l'impression que l'on considère les fonctionnaires que comme une variable financière d'ajustement. Tous attendent maintenant de connaître la répartition exacte des tâches entre les différents ministères. L'annonce de la composition du gouvernement n'a pas levé toutes leurs interrogations. Dans le cercle des proches de Nicolas Sarkozy, on retrouve dans ce gouvernement Brice Hortefeux, ami de longue date du président et qui est notre invité. Bonsoir. L'homme aura à charge de mettre en place les réformes relatives à l'immigration, l'intégration et l'identité nationale, thème qui avait suscité la polémique durant la campagne. L'œil de la Mornay, Audrey Goutard et Grégory Vasseur. Passation de pouvoir à 3. Brice Hortefeux, nouveau ministre de l'immigration et de l'identité nationale, prend en effet à Michel Alliot-Marie certaines institutions comme la police aux frontières. Mais il ne lui a pas encore volé ses bureaux place Beauvau. François Baroin part dans sa voiture, Michel Alliot-Marie campe sur son perron. Brice Hortefeux, lui, ne sait pas encore bien où aller. Qu'importe, ministre de plein exercice, c'est une consécration après 30 ans de loyauté à l'égard de Nicolas Sarkozy. J'étais déjà très ému quand je suis rentré pour la première fois dans son bureau de président de la République. C'était un moment très fort, très intense. C'est à pied qu'il se rend au premier conseil des ministres. Sur ses épaules pèse un super ministère regroupant le co-développement, l'immigration et surtout l'identité nationale, un intitulé très controversé au cours de la campagne. 1981. À côté de Nicolas Sarkozy, déjà, Brice Hortefeux. Il le connaît depuis 5 ans, l'expression « ami de 30 ans » n'est pas usurpée. Depuis, il est resté fidèle à cette image, toujours en second, toujours en admiration pour son ami, mais toujours efficace. Comme ici, sur ces terres d'Auvergne, où il arrange la rencontre entre le socialiste Michel Charasse et le candidat Sarkozy. Autrefois étudiant moyen, c'est devenu un travailleur et un entremetteur infatigable. Comme ici, entre les deux tours, lorsqu'il tente, auprès d'un député UDF, un rapprochement entre Sarkozy et Bayrou. Brice Hortefeux a pourtant connu quelques sueurs froides et sa place au gouvernement n'était pas garantie. Parrain de l'un des fils de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux entretient des relations de méfiance réciproque avec Cécilia. Le président n'a jamais voulu choisir entre eux, mais aujourd'hui, dit-on, chacun aurait mis de l'eau dans son vin. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes peut-être l'homme de ce gouvernement qui connaît mieux Nicolas Sarkozy. On vous a vu sur cette photo, vous avez même souri, c'était il y a 30 ans. Oui, c'était une trentaine d'années, donc effectivement les années ont passé. Si j'ai souri, c'est aussi parce que ma chevelure a évolué, la vôtre visiblement bouge pas. C'est ce qu'on voit. Est-ce qu'à cette époque, déjà, vous aviez compris que Nicolas Sarkozy aurait ce destin ? En tout cas, j'avais senti, je l'ai connu, il avait une vingtaine d'années, j'en avais 18, j'avais senti chez lui très clairement une volonté de s'engager, la passion de la chose publique. Maintenant, si vous voulez me faire dire qu'il avait, à 20 ans, il pensait être président de la République, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'une candidature à l'élection présidentielle, ça se construit, ça s'improvise pas. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, hein, une des clés, une des raisons du résultat de l'élection présidentielle, c'est parce que Nicolas Sarkozy, depuis 15 ans, très méthodiquement, s'était préparé, avait imaginé, avait proposé, et donc étape après étape, il a construit sa personnalité d'homme d'État. Et c'est ce que les Français ont à juste titre parfaitement perçu. Comme souvent, lors des premiers jours d'un mandat, on parle d'état de grâce. Est-ce qu'il y a un état de grâce en ce moment ?
En tout cas, il y a une réalité, c'est que c'est un nouveau style, une nouvelle méthode et sans doute un nouveau fond. Pourquoi ce nouveau style? Il fallait dépoussiérer la République? Est-ce que vous pensez? Il faut évoluer, il faut vivre avec son époque, avec son temps. Et si vous voulez, Nicolas Sarkozy, en constituant un gouvernement, ça a été dit, très resserré. Mais il faut insister, c'est-à-dire c'est le gouvernement le plus resserré depuis le début de la Ve République, avec 15 ministres seulement de plein exercice. Vous savez, moi j'ai observé des gouvernements dans lesquels il y en avait beaucoup plus, parfois il y en avait même le double. Si vous observez la parité, ça a été dit et souligné, mais là aussi il faut insister. Jamais il n'y a eu dans nos républiques une parité. Et d'ailleurs, une parité aussi claire. Et d'ailleurs, observez que, par exemple, c'est la première fois dans toute l'histoire de nos 5 républiques qu'il y a une femme qui exerce les fonctions de ministre de l'Intérieur. Et puis enfin c'est un gouvernement d'ouverture. Et vous savez, ce qui est très important, c'est qu'en ouvrant comme il l'a fait, Nicolas Sarkozy, eh bien, il a demandé à personne de laisser ses convictions au vestiaire, de renoncer à sa liberté, parce que lui-même est tellement attaché à sa liberté qu'il respecte celle des autres. Et ça veut dire qu'il y a un signal simple, c'est que c'était un engagement pendant la campagne. Un gouvernement quantitativement faible et qualitativement fort, un gouvernement donc resserré, un gouvernement paritaire, un gouvernement d'ouverture. Et une ouverture, c'était ce qu'il avait dit pendant la campagne et c'est ce qu'il fait depuis qu'il est élu. C'est un très fort signal. Les engagements pris deviennent tout de suite des promesses tenues. Quelles ont été les premières paroles du président de la République lors du premier Conseil des ministres? D'abord, il y avait un peu d'émotion. Émotion de la part des ministres, de la part du Premier ministre François Fillon, émotion aussi de la part de Nicolas Sarkozy, mais une vraie gravité parce qu'il nous a incités à l'action, il nous a incités à ne pas perdre de temps, il nous a incités à respecter les engagements qu'il avait pris. Parce que il faut bien comprendre que toute cette personnalité eh bien, veut que l'on tienne les engagements qu'il a pris pendant cette campagne. Brice Hortefeux, avec un président aussi actif, est-ce qu'il y a une place pour un Premier ministre? Naturellement, et d'ailleurs la complémentarité est évidente et ça sera très utile. C'est un gage à la fois de cohésion et c'est aussi un gage d'efficacité. Alors vous êtes en charge du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. On se souvient que la simple évocation de ce mot avait créé la polémique. En quoi ça consiste concrètement, votre nouveau ministère? En réalité, c'est très simple. L'aide au développement des pays qui en ont besoin, la coopération et le co-développement, la coopération et le co-développement, la politique d'immigration, tout ça c'était réparti entre 4 ministères. C'est réparti au ministère des Affaires de l'Intérieur d'abord. Alors été l'Intérieur, donner les papiers aussi aux étrangers qui sont en situation régulière et éloigner les étrangers en situation irrégulière. Vous avez le ministère des Affaires étrangères qui en réalité s'occupait à la fois de la naturalisation, enfin, le ministère des Affaires sociales, naturalisation, le ministère des Affaires étrangères et visas, vous aviez le ministère de la francophonie, le ministère de la coopération, et tout ça s'était réparti, vous voyez, entre tous ces ministères, entre 4 ministères. La vérité, c'est que ça faisait 20 ans que l'on parlait de la nécessité de bouger les choses et de bousculer ses habitudes. Eh bien, ça, on en a parlé pendant 20 ans. Nicolas Sarkozy arrive, il dit on change les choses, on change les méthodes et on regroupe tout cela. Et vous pensez que votre travail sera soutenu par le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, ministre de gauche? Mais parce que quel est l'objectif? En réalité, c'est très simple. Il faut aider le développement, aider au développement, parce que sinon, si on n'aide pas au développement, eh bien, les populations vont continuer à vouloir immigrer. Il faut maîtriser l'immigration et une meilleure intégration nationale. Tout se tient et naturellement, il y aura le concours du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur et tous ceux qui ont ces responsabilités. Merci Brice Hortefeux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dans ce nouveau gouvernement, Bernard Kouchner n'est pas le seul à incarner l'ouverture. D'autres personnalités de gauche font leur apparition. Éric Besson, Jean-Pierre Jouyet et Martin Hirsch. Ouverture également au centre avec Hervé Morin. Quels sont leurs postes? Quel a été leur parcours? Les explications d'Arnaud Boutet, Thierry Curtet et Jean-Yves Blanc. La démarche, quelque peu chaloupée, tranche avec le garde à vous militaire. Hervé Morin connaît pourtant cette musique, ce ministère où il y a 14 ans il travaillait aux côtés de François Léotard. À 45 ans, le président du groupe UDF à l'Assemblée n'a pas hésité longtemps. Proche de François Bayrou, il a rendu les armes. Il constitue la prise de guerre centriste de Nicolas Sarkozy. Et dans ses fonctions, le nouveau Monsieur Défense tient déjà compte de ce qu'on appelle le domaine réservé du président. Je n'oublie pas non plus que le ministre de la Défense est sous l'autorité directe d'un homme qu'on appelle le chef des armées, qui est le président de la République. Donc, Pour le Parti socialiste, Éric Besson rime avec Félon. Pendant la campagne, il avait quitté la direction de son parti pour rejoindre Nicolas Sarkozy. Cet expert économique se voit aujourd'hui promu secrétaire d'État chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques.
Aux obsèques de l'abbé Pierre, on avait vu Martin Hirsch aux côtés de Nicolas Sarkozy. À 43 ans, le président d'Emmaüs se voit chargé de la mise en œuvre d'un revenu de solidarité active. Il prend la tête d'un haut commissariat qui doit lutter contre la misère. À ses côtés, Jean-Pierre Jouyet est devenu l'ami du couple Hollande-Royal sur les bancs de l'ENA. Ancien directeur du Trésor, de l'Inspection des Finances, il a servi Lionel Jospin à Matignon, Jacques Delors à Bruxelles. Il devient secrétaire d'État aux affaires européennes, mais n'oublie pas d'où il vient. Nous restons fidèles à nos convictions et en servant dans cette démarche voulue par le président de la République notre pays sur des enjeux qui sont essentiels. Dans ce gouvernement dit d'ouverture, les ministres de gauche ont déjà pris une première décision symbolique. Ils se verront régulièrement. Et le haut-commissaire aux solidarités actives, Martin Hirsch, a déjà affirmé aujourd'hui qu'il souhaitait transformer le RMI, qu'il juge totalement dépassé et qui maintient les personnes concernées dans, je cite, une situation de pauvreté. Et parmi les réactions politiques, celle de Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre estime que la présence de personnalités de gauche dans le gouvernement relève non pas de l'ouverture, mais de la manœuvre politique. Autre réaction ce soir, celle de François Hollande et de Nicolas Hulot. On les écoute. On a d'abord un gouvernement UMP-RPR. Il y a même deux anciens présidents du RPR qui siègent dans ce gouvernement, Alain Juppé, Michel Alliot-Marie. Comme renouvellement, on fait mieux. Mais comme présence d'acteurs bien à droite, on a aussi Christine Boutin qui s'était opposée au Pax, et vous vous en souvenez, il y a quelques années. On a Roselyne Bachelot qui était encore dans le gouvernement, comme François Fillon, de Jean-Pierre Raffarin. Donc on a un gouvernement qui est celui de la majorité sortante, celle qui gouverne depuis 2002. Alors il y a certes une ou deux apparences, deux ou trois fictions, c'est-à-dire Bernard Kouchner dont on sait parfaitement depuis plusieurs mois qu'il est prêt à servir tout gouvernement et tout président de la République. Et puis on a aussi la récompense de deux ou trois trahisons, celle d'un UDF qui a abandonné François Bayrou, celle d'Éric Besson qui avait abandonné en pleine campagne le Parti socialiste. Sans préjuger de la volonté et de l'obstination des uns et des autres sur un sujet complexe, qu'un gouvernement de droite à peine élu nomme son numéro 2 responsable du développement durable, en Europe c'est assez inédit, donc de ce point de vue-là, moi je pense que ça augure d'une possibilité peut-être de travailler en profondeur sur ce sujet. 12 jours après sa victoire du 6 mai, Nicolas Sarkozy a donc mis son gouvernement au travail, mais il n'entend pas pour autant prendre désormais de la hauteur. Il sera au plus près des discussions. Exemple aujourd'hui à Toulouse, où il a multiplié les annonces devant les salariés d'Airbus. Alix Bouillaguet, Francis Forger. Excusez-moi, en fait, faut qu'on paye notre ticket quand même. À la cantine d'Airbus, un visiteur pas tout à fait comme les autres. Pas de plat du jour, mais une assiette de frites pour Nicolas Sarkozy. Donne-moi une assiette de frites. Très bien. Il l'avait promis pendant la campagne, il est donc revenu avec son nouveau ministre de l'économie et des finances, Jean-Louis Borloo. D'une table à l'autre, celle des syndicats. Première annonce, rendre illégales les indemnités de départ pour les dirigeants d'entreprise. Comme le disait fort justement, je n'accepte pas l'idée que des gens qui ont échoué aient l'assurance de partir avec un gros chèque. Voilà. Deuxième annonce, la révision du pacte d'actionnaires de ADS. Airbus, c'est une grande entreprise qui a vocation à avoir un actionnariat privé, mais si pour faire la jonction, Louis, si pour permettre l'augmentation de capital, si pour attirer de nouveaux actionnaires, il faut que l'État fasse son devoir, il le fera. Pour les syndicats, un bon début, mais toujours de l'inquiétude. On est rassuré parce qu'on sent bien que le président de la République va s'occuper du fondement même du groupe, de l'actionnariat du groupe. On peut prendre vraiment ce dossier à bras-le-corps maintenant, on a les moyens de le faire. C'était une réunion importante, il faudra qu'il y en ait d'autres pour qu'on puisse faire avancer nos arguments. Au moment même où son gouvernement prend son envol, Nicolas Sarkozy, lui, fait le service après-vente. J'ai voulu ce rassemblement, j'ai voulu cette ouverture. Je sais bien que ça peut provoquer des questions, des problèmes, mais mon devoir, c'est de rassembler les Français, c'est pas de les diviser. Dès le début de son mandat, Nicolas Sarkozy souhaite imprimer son style, du terrain et un agenda bien rempli. Le chef de l'État qui a reçu également aujourd'hui les proches d'Ingrid Betancourt, sa fille Mélanie, son fils Lorenzo, et cela alors que l'on en sait désormais un peu plus sur les conditions de détention de leur mère. Ce soir, le président colombien appelle les forces armées à libérer Ingrid Betancourt. Jacques Cardoz, Diane Richard. À cette heure-là, il est question d'une nouvelle initiative diplomatique.
Car hier soir, lors d'un entretien téléphonique, le président Sarkozy obtient de son homologue colombien qu'il lui envoie un conseiller spécial. Initiative plutôt bien accueillie par la famille. Il va demander à ce qu'il mette en place toutes les conditions nécessaires à ce qu'elle puisse revenir. Et ça passe par des conditions qui sont celles d'un accord humanitaire en Colombie. Une initiative qui pourrait être remise en cause, car le président colombien vient tout juste d'ordonner à son armée de libérer Ingrid Betancourt. Déclaration faite lors d'une cérémonie en présence d'officiers supérieurs. Depuis l'évasion de ce policier, on en sait plus sur les conditions de détention d'Ingrid Betancourt. Frank Pinchao confirme l'avoir vue tous les jours pendant 2 ans et 9 mois jusqu'au 28 avril dernier. On sait maintenant qu'elle dort enchaînée par le cou, qu'elle se nourrit de façon sommaire, qu'elle écrit, fait de l'exercice, qu'elle a vaincu une hépatite et qu'elle parle politique avec les guérilleros, de quoi rassurer sa mère qui vit en Colombie. Je suis heureuse de savoir qu'elle est en bonne santé. Et il y a autre chose qui m'aime beaucoup, c'est qu'elle écoute les messages enregistrés que je lui envoie tous les jours par radio. Ingrid Betancourt n'a pas dérogé à l'image que l'on se fait d'elle. À 5 reprises, elle a tenté de s'évader. À chaque fois, ses ravisseurs l'ont sévèrement punie. Ce soir, la déclaration du président colombien et sa volonté de faire intervenir l'armée jettent le trouble sur l'avenir immédiat d'Ingrid Betancourt. Avec nous ce soir, Mélanie, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous recevais il y a une semaine pour ce message d'espoir, ces photos jetées au-dessus de la jungle. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, l'évasion de ce policier, on en sait désormais un peu plus. Tout d'abord, un message, celui qu'il y a une preuve de vie alors qu'il en manquait depuis tant d'années. C'est quelque chose de très fort pour nous. Il faut imaginer que ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas de preuve de vie de maman. Et là, on l'a sait vivante, on l'a sait forte. Mais on sait aussi, comme vous l'avez dit, dans quelles conditions elle est en train de vivre et à quel point il faut la sortir de là. Vous avez parlé de ces conditions de détention, disons qu'elles étaient rudes. John Pinchao, c'est le nom de ce policier, les confirme enchaîné sur une paillasse, c'est cela? Oui, c'est ça, comme tous les autres otages le soir. Elle aurait été également malade, c'est ce qu'on a appris, souffrant d'une hépatite il y a 1 an. Oui, mais elle a tenté de s'échapper plusieurs fois. Et elle écrit beaucoup? Oui. Elle écoute la radio, ça veut dire qu'elle entend les messages? Ça veut dire qu'elle entend les messages que lui envoie ma grand-mère, qu'on lui envoie tous. Cet entretien aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il vous a apporté de plus? C'était très fort parce qu'on a vraiment senti à quel point sa détermination était là. Il avait une réelle volonté de tout faire pour obtenir la libération de maman. Et ce qui est assez fou, c'est que justement, à la veille de cet entretien, il a décidé lui-même d'appeler le président colombien, Álvaro Uribe. Il l'a appelé, s'est entretenu longuement avec lui et il lui a bien expliqué à quel point il était important de trouver une voie pour une solution négociée. Alors depuis que vous êtes sorti du palais de l'Élysée, une dépêche est tombée comme quoi le président colombien Uribe a ordonné aux responsables de l'armée de libérer par tous les moyens militaires votre mère. Quelle est votre réaction à cela? Il y a 2 choses que je voudrais dire là-dessus. D'abord, soyons logiques. Vous voulez libérer quelqu'un par la force. Vous allez l'annoncer comme ça au monde entier, surtout pour que ses ravisseurs le sachent et pour qu'au moindre bruit d'hélicoptère, la première chose qu'il fasse, c'est exécuter l'otage. Ça vous semble logique? Non, c'est un show médiatique qu'est en train de faire le président colombien. Mais deuxième chose plus importante... Avec un risque et un danger également? Deuxième chose plus importante. Il le fait le jour même où le président français nous reçoit, alors qu'il vient de commencer ses fonctions. Le jour même où il nous reçoit, alors que la veille, le président français a appelé directement le président colombien pour lui dire à quel point il fallait trouver une solution négociée, à quel point il était déterminé. Comment vous expliquez alors cette précipitation alors, aujourd'hui? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il se moque de qui, là? Il se moque du président de la République en France. Il se moque de la France. Lors de votre entretien avec Nicolas Sarkozy, il vous a dit qu'il allait se rendre en Colombie ou pas? Pour le moment, on essayait simplement de voir quelles allaient être les actions fortes qui allaient suivre. Le haut commissaire à la paix en Colombie doit venir la semaine prochaine normalement et le président devait le rencontrer. Mais je pense que face à ce que vient de faire le président colombien, les choses changent. Je veux dire, ce n'est pas normal qu'alors que la veille, ils se sont entretenus pendant une demi-heure et que le président Sarkozy a dit au président Uribe à quel point il était ferme et à quel point il croyait fermement à une solution négociée et surtout pas dans une libération par la force qui on sait est un échec. Et le lendemain, que fait le président colombien? Il dit exactement le contraire, haut et fort pour que tout le monde l'entende. Pour moi, c'est un affront qu'il est en train de faire et c'est un affront qu'il fait à notre président. Merci Mélanie. Et une image maintenant, celle de Nicolas Sarkozy arrivant à pied au fort de Brégançon et ce premier bain de foule pour le président de la République devant l'entrée de la résidence officielle du chef de l'État dans le Var. Il rejoint ainsi son épouse Cécilia Sarkozy, arrivée la veille. Voilà ce bain de foule.
La page cinéma maintenant avec le Festival de Cannes bien sûr et le premier film français en compétition ce soir. Il s'agit des chansons d'amour avec Ludivine Sagnier et Chiara Mastroianni que nous retrouverons en duplex dans quelques minutes. Une comédie musicale de Christophe Honoré que nous présentent Marie Jaujoin et Nadine Picard. Sur le tapis rouge, le charme, le talent, l'insolence de la jeunesse. Ludivine Sagnier, Clotilde M, Louis Garrel, Chiara Mastroianni. Avec les chansons d'amour, premier film français en compétition, Christophe Honoré a réuni la jeune garde du cinéma français. Je suis heureux d'amener ces comédiens-là à Cannes. Je trouve qu'ils représentent tous une certaine idée du cinéma français que moi j'ai envie de défendre. Une vraie jeunesse, une audace. J'ai pris mon pyjama. De jeunes acteurs pris dans une histoire tournant autour d'un trio amoureux à la Jules et Jim, qui vivent dans l'insouciance jusqu'au jour où une tragédie va les prendre de plein fouet. Deux pour le prix d'une. Tu penses qu'à ça. C'est vraiment ingrat. Égoïste. Voilà, je suis inconséquent, je suis idiot. C'est dégueulasse de me faire passer pour la conne. Pour son 4e film, Christophe Honoré a choisi une narration originale. Parler d'amour, oui, mais en chanson, le cinéaste est un fan de Jacques Demy. J'avais envie pour la première fois d'évoquer vraiment une histoire d'amour, enfin des sentiments amoureux. Et les chansons, voilà, j'aimais bien cette idée que des personnages étaient incapables d'exprimer leurs sentiments autrement qu'en chantant. Et que le moment des chansons allait être le moment où ils délivraient leurs émotions intimes. Petit salaud, ton jeu est clair. La chanson ici est comme une bouffée d'air frais, dans un film émouvant et parfois dramatique. Deux pour le prix d'une. À 23 ans, Louis Garrel retrouve pour la 3e fois Christophe Honoré. La compétition le rend anxieux et lucide à la fois. Il y a des Porsche, des Maserati, des Ferrari. Bon, nous on vient avec la 4L boostée. Et puis bon, bah, il faut faire la course. Mais c'est bien parce qu'on fait pas la course en tête, on fait la course derrière. Et on va pas faire la course en tête avec Tarantino, quoi. Deux comédies musicales, Les Parapluies de Cherbourg et Dancer in the Dark, avaient été primées à Cannes. Les membres du jury vont-ils résister à ces chansons d'amour? Sûrement pas de moi. Et on retrouve tout de suite Ludivine Sagnier et Chiara Mastroianni. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors votre film Les chansons d'amour, on vient de le voir, est une comédie musicale. C'est un vieux rêve d'enfant, ce film chanté ou pas du tout? Allez-y. Moi, je sais que j'ai toujours aimé chanter. J'avais déjà chanté dans des films et voilà, le plaisir se prolonge et c'est super. Voilà, moi, j'avais jamais pensé faire un jour une comédie musicale et j'étais ravie parce que j'adore ça. Pourtant, Chiara Mastroianni, on ne peut pas s'empêcher de penser à votre mère, bien évidemment dans Les Parapluies de Cherbourg, Palme d'Or en 1964 de Jacques Demy. C'est un film important pour vous, celui-ci? Celui de Christophe, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, c'est une formidable aventure parce que c'est un film que nous avons fait très vite, qu'on a fini de tourner, il me semble, fin février. Oui, il y a à peine 3 mois. Donc c'est étonnant parce que c'est vrai que d'habitude, il y a quand même un certain temps qui s'écoule et puis d'un coup, le film se termine, on va à Cannes, enfin, tout semble très magique, donc on profite de cet instant et on se dit qu'on a beaucoup de chance d'être là. Alors, je n'ai pas encore vu ce film. Est-ce qu'il ressemble à ceux de Jacques Demy, justement? Alors moi, Ludivine vous en parlera mieux que moi parce que je ne l'ai pas vu non plus, je vais le découvrir tout à l'heure. Écoutez, moi, je pense qu'il y a effectivement quelques références que tous les gens qui aiment le cinéma de Jacques Demy pourront percevoir. Maintenant, c'est pas un film qui est à la manière d'eux, c'est un film qui est très très contemporain. Je pense que Christophe Honoré est un cinéaste suffisamment brillant pour ne s'apparenter à aucun autre. Moi, j'aime ce film parce que c'est le cinéma d'Honoré. Et que c'est un cinéma qui est contemporain, qui est universel, qui est réjouissant et qui est authentique. Est-ce que les chansons d'amour vous a demandé un travail particulier, véritablement? Vous le disiez, vous avez déjà chanté dans 8 femmes, je crois. Oui, c'est vrai qu'on a eu quelques chansons à enregistrer en studio. Et c'est un travail qui est assez original pour les acteurs parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de chanter, mais c'est un côté très récréatif finalement parce que bon, on est obligé de se mettre à nu tout de suite et de chanter les uns avec les autres, donc c'est quand même beaucoup de plaisir. Vous allez faire avant tout. Vous allez faire un album toutes les deux bientôt, oui, non? Ah, on y pense. Ça, ce serait bien. Moi, j'adore la façon de chanter de Ludivine. De Louis, de Clotilde aussi, ils ont des voix formidables. Et Ludivine, je l'avais déjà entendu chanter évidemment dans 8 femmes, mais c'était super de commencer comme ça parce qu'en fait nous avons enregistré les chansons avant de démarrer le film et ensuite on a eu un petit mois qui s'est écoulé où on avait le disque de toutes les chansons du film, chacun de nous, et donc on se découvrait un petit peu à travers ce disque-là. Et c'est vrai que quand le film a commencé, il y avait déjà quelque chose de très familier en fait
grâce à cette démarche de Christophe. Et voilà, c'était très ludique. Il y avait bien sûr un petit peu d'appréhension, mais en même temps Christophe était très léger par rapport à ça. Il a beaucoup dédramatisé les choses afin que notre angoisse s'apaise. Et je dois dire que c'était réjouissant de travailler dans ces conditions-là et de faire les choses de façon très ludique. En tout cas, on croise les doigts pour vous, pour la montée des marches et pour la projection ce soir de ce film français en compétition. Merci beaucoup, bonne soirée. Il sort le 23 mai. Merci beaucoup. Oui, mercredi. Le 23 mai. Merci, au revoir. Merci à toutes les deux. Voilà pour cette interview réalisée cet après-midi pour cause de montée des marches. Je vous rappelle l'information principale de cette journée, la formation du nouveau gouvernement et cette photo symbolique autour de Nicolas Sarkozy et François Fillon. 7 femmes, 8 hommes. On y retrouve entre autres comme ministre d'État Alain Juppé, Jean-Louis Borloo, Bernard Kouchner, Rachida Dati ou encore Michèle Alliot-Marie comme ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. À 20h50, une soirée de polar avec 2 épisodes de Gréco. À 23h40, Esprit Libre, présenté par Guillaume Durand. Demain, 13h, Olivier Galzi. Je vous retrouve à 20h. Très belle soirée à vous.